J'évoquais tout à l'heure dans mon édito, Gauthier, c'est le choc de ces deux mondes, les déclassés, les paysans, les ouvriers, et puis les grands de ce monde qui sont en ce moment à Davos, qui sont aussi au Parlement de Bruxelles. Il y a des craquements entre ces deux mondes-là. Et c'est vrai qu'entendre les paysans crier de joie devant le Parlement européen de Strasbourg, ça nous a fait plaisir. Et entendre aussi ce qu'il dit à Davos, c'est important. Donc voilà, on va essayer de concilier ces deux mondes, si vous voulez bien. Mais moi, je vous suis, Laurent. Vous êtes prêt pour ça, pour cet équilibrisme? Je m'inscris dans vos pas, vous savez, depuis très longtemps. Vous avez vu comme il est, Eric? Il est formidable. J'apprends beaucoup Geoffroy, côté de Gauthier. Geoffroy Lejeune. Si je puis me permettre, la fracture entre ces deux mondes est peut-être moins importante qu'elle a été par le passé. Avant, Davos, c'était vraiment les grands de ce monde, ceux qui nous gouvernent de loin, qui se coupent des peuples, etc. Et les paysans qui crevaient dans l'indifférence générale. Aujourd'hui, vous avez à Davos, notamment Trump, parce que c'est lui qui a parlé aujourd'hui, mais des gens qui revendiquent de défendre leur classe moyenne, leurs oubliés, ceux qui n'ont pas été entendus pendant très longtemps. Ça fait une petite différence par rapport à il y a Alors, à part Trump, qui est-ce qui fait ça dans les leaders dans les leaders du monde aujourd'hui, il y a une émergence quand même de leaders qui revendiquent de parler au nom des petits, des oubliés. En Europe, il y a Meloni, il y a Orban, en Argentine, il y a Milei. Enfin, avant, il y avait Bolsonaro. Vous me direz, ces gens-là ont tous peut-être beaucoup de défauts, mais ils représentent quand même l'émergence de l'apparition. On appelle ça populisme, mais la vérité, c'est que c'est le peuple qui s'exprime maintenant un peu plus dans les grandes institutions. Alors, on va écouter Donald Trump, qui s'est exprimé longuement cet après-midi, qui est arrivé très calme, il faut noter, par rapport à l'agitation qui avait un peu prévalu les derniers jours. Il a évidemment évoqué le président français, Emmanuel Macron, parce qu'il y a une espèce de une joute, on va dire, verbale entre les deux hommes qui se connaissent bien, je pense au fond qui s'apprécient, mais qui évidemment sont Ils ont une drôle de manière de se le dire. Pardon, si ça précise, une drôle manière de se le dire. Écoutez, l'amour parfois est proche de moi non l'élève. Écoutons Donald Trump à propos d'Emmanuel Macron. J'ai écouté Emmanuel Macron hier avec ses magnifiques lunettes prendre la parole ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé, essayer de faire son dur. Voilà. Je peux te couper la traduction. C'est tough, c'est ça? Non, mais quelle est la grande phrase d'Emmanuel Macron depuis cet été? Vous jouez au dur, voilà, il joue au dur. Voilà. Il faut être respecté pour être respecté. Il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant. Bon. Trump nous prouve désormais chaque heure, puisque ça fait 3 fois qu'il attaque Emmanuel Macron en l'espace d'un peu plus de 24 heures, qu'Emmanuel Macron n'est ni craint ni puissant. Puisque pour être craint et puissant, ni respecté, il faut déjà que ça soit l'ordre chez soi, avant de faire la leçon à l'extérieur. Or, quand vous n'êtes pas fichu de faire adopter un budget 149.3, quand vous avez fait une dissolution complètement inconséquente, qui a provoqué la plus grave crise de l'histoire de la Ve République, puisque cette dissolution s'en est même pris à nos institutions. Et tous les jours, François Hollande se regarde dans le miroir en se disant « Je ne suis plus le pire président de l'histoire de la Ve, puisque moi, j'avais laissé les institutions en ordre. » Bon, j'ajoute à cela, quand vous n'êtes pas capable de faire exécuter les OQTF à hauteur de 100% alors que vous l'aviez promis dans les colonnes de valeurs actuelles, c'est très compliqué ensuite d'engager un bras de fer, évidemment, à l'extérieur de son pays et de faire la leçon à Trump ou à Poutine. C'est même impossible. Et je renvoie d'ailleurs au livre de l'ancien chef de l'état-major, Pierre de Villiers, qui disait justement cela, qu'avant de faire la leçon à l'extérieur, il faut être sûr que intérieurement, on est fort. Intérieurement, les choses sont en ordre. Ce n'est pas le cas du président Macron. Et puis sur ses lunettes de soleil, Trump... J'étais sûre. Ah bah oui, non, mais parce que hier j'en ai parlé, mais excusez-moi, c'est l'image qui est restée. C'est l'image qui est restée. Je veux bien qu'il ait un problème à l'œil. Un problème médical. Et, évidemment, et que visiblement ce problème ne passe pas. Et il n'empêche qu'il a choisi une certaine paire de lunettes et que oui, j'y ai vu une manière de se mettre en avant, une espèce de virilisme. On bombe le torse et on hausse les épaules. Et j'ai vu l'excellente consoeur d'Alexandre Devecchio, Eugénie Bastier, dire à mon avis, il ne va pas les enlever avant 2027. Et ben je me pose la même question. Je pense qu'il est en train de tomber amoureux de ses lunettes ou de l'image qu'il voit dans les verres de ses lunettes. Ah, écoutez, peut-être pas Alexandre, sur ce rapport de force qui est là, évidemment, entre non, mais bon, dans l'analyse, je partage tout ce que dit Gauthier. J'ai du mal à m'en réjouir. Je ne suis pas du tout de ceux qui diabolisent Donald Trump, mais le voir taper sur mon pays et sur l'Europe, c'est jamais très, très agréable, même si ça révèle effectivement notre immense faiblesse. Oui. Et là, pour la question du Groenland, certes, Donald Trump essaie de violer la souveraineté d'un pays,
Mais on regrette que l'Europe, sur la question des métaux rares, n'ait pas essayé de se protéger mieux de la Chine et a été vendre ces métaux rares à la Chine. Donc il y a un vrai enjeu stratégique en plus au milieu de tout ça. Mais voilà, il y a un réveil. Au milieu de la Donald Trump- testostérone, disons-le. Comment? Au milieu de la testostérone. Oui, non, mais c'est aussi un réveil pour l'Europe Alors, justement. qui dormait depuis des années. Ah, oui, elle dormait depuis un bon moment. C'était la belle endormie. Rachel, Françoise. Rachel Kahn. Il y a des très belles lunettes. Oui. Ah, bah, Mais merci pas beaucoup. fumée et pas miroir. Non, bah, parce que j'aime bien, j'aime bien qu'on puisse voir mes yeux. Non, après c'est vrai que sur les lunettes, c'est marrant parce qu'on parlait beaucoup des clauses miroirs et que c'est des lunettes sur lesquelles on se voit aussi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Non, mais moi je suis un peu désespérée parce que il y a cette question iranienne avec des gens qui sont en train de crever, voilà, et qu'on a le sentiment là que tout le monde est focalisé sur le Groenland et ces joutes verbales entre deux présidents. Et quand on a eu hier soir une mobilisation extrêmement forte sur ce qui s'y passe, il s'agit d'un crime contre l'humanité. Pardon, je ne réponds pas à votre question, mais effectivement, cette joute verbale entre deux hommes testéronés, jouer au dur, la puissance, enfin, il y a tout le champ lexical justement de cette virilité. Moi, je suis juste effondrée par ce crime qui est en train de se dérouler, que nos dirigeants n'en parlent pas assez. Voilà. Françoise, Geoffroy, Françoise. Oui, alors, il se trouve qu'on était en effet à la même soirée, Rachel et moi, hier soir, avec la communauté, une bonne partie de la communauté iranienne qui vit en France. Et c'est vrai que c'est des gens formidables et c'était une soirée formidable. Et j'espère que voilà, ils auront tout le soutien qu'ils méritent et qu'ils pourront continuer le combat en dépit des milliers de morts, pas des millions, des milliers. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que Trump, pour le Groenland, il dit je ne vais pas utiliser la force. Dans un moment d'égarement, mes prédécesseurs ont rendu le Groenland au Danemark, mais en fait, le Groenland a toujours été américain et finalement, il est à nous. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et je rejoins aussi ce que tu venais de dire sur l'Europe, c'est que pendant très longtemps, le Groenland n'a intéressé personne. Bah oui, c'est ça. Les Inuits, il y en a 57 000, les femmes Inuits ont été stérilisées de force par les vous nous Danois l'avez qui dit, sont ça, quand ouais. même conduits de façon absolument immonde. Avec les femmes, les terres rares, on s'en est jamais occupé. Et là, subitement, on se dit, ah si, ça nous intéresse. Bon, voilà. Et Trump, il dit, moi, je demande juste un petit bout de banquise. Je vois pas pourquoi. Et je veux être propriétaire, parce que si je suis pas propriétaire, je pourrais pas défendre. Geoffroy, là-dessus. C'est le à la bon fois. sens qui doit l'emporter. Bon, c'est le bon sens, on ça a va évoqué être le duel Trump-Macron. Il y a d'autres enjeux, évidemment, aujourd'hui pour le président américain. Son vrai sujet, c'est la Chine. C'est l'affrontement avec la Chine. Mais le Groenland en fait partie. Et donc, il l'a d'ailleurs dit de manière assez claire. Il dit, si c'est pas nous, ce sera les Russes ou les Chinois, et j'ai pas envie. Donc, pour toutes ces raisons-là, je peux comprendre. Moi, si vous voulez, dans l'affrontement entre Trump et Macron, je prendrais au sérieux les Européens le jour où, les Français plus exactement, le jour, parce que on a l'impression que c'est leur carburant aujourd'hui de dire, nous nous opposons à Donald Trump. Je parle de Jean-Noël Barrot, je parle d'Emmanuel Macron, etc. Je les prendrai au sérieux quand ils seront capables de répondre à ceux Olivier qui... Faure. Alors, à Olivier Faure pour commencer, non, mais surtout... Non, mais à Tebboune, par exemple. Ou surtout, pour comparer quelque chose qui est vraiment comparable, à ceux qui veulent la sécession de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Parce que nous, on a exactement les mêmes enjeux, sauf que c'est la France. On abandonne, comment dire, on va dire, si on abandonne la population, ça c'est une certitude, mais aussi les loyalistes, on s'enlise dans des discussions impossibles, invraisemblables. On fait c'est d'ailleurs, c'est du Emmanuel Macron, la résolution de ce conflit. On promet des référendums, on fait des discussions, on conclut des accords qui sont caducs dans la demi-heure. Enfin, il est en train de gérer cette histoire de manière complètement anarchique. Et à la fin, ça va se terminer comme ça se terminera pour le Groenland si Trump fait pas ce qu'il fait en ce moment. Donc, si vous voulez, la leçon à Donald Trump, alors qu'on est en train de subir exactement ce que lui redoute et qu'on est incapable de se respecter chez nous, parce que c'est la France, C'est ça. je trouve qu'elle est un peu forte Alors, de café. rapidement, Gauthier. Non, mais dans la guerre commerciale, si effectivement nos viticulteurs se prennent 200% de taxes douanières sur la figure, on verra, on n'en est pas là, mais on peut penser à eux, puisque évidemment que ce sont aussi des paysans, et on pense aussi à ceux qui sont actuellement à Strasbourg. Et quand Emmanuel Macron dit mesure de rétorsion, on va fermer une partie du marché européen aux entreprises américaines, il n'est pas suivi par les autres Européens, mais surtout j'ai découvert à cette occasion que les mesures de rétorsion pouvaient exister. Je pensais que les mesures de rétorsion étaient impossibles. C'est ce que nous disait le Quai d'Orsay, qu'il ne fallait pas fâcher les gouvernements du monde entier, y compris quand ils avaient deux otages comme Christophe Glaise et Boualem Sansal. Vous voyez à quoi je fais référence, évidemment. Jean-Noël Barrot, hier, il était tout content à l'Assemblée nationale pour annoncer les mesures de rétorsion à l'endroit des États-Unis.
Je ne l'ai pas entendu parler de mesures de rétorsion quand il est allé voir M. Tebboune en Algérie pour essayer de récupérer Boualem Sansal. Là, il ne fallait pas couper les transferts de fonds, il ne fallait pas baisser les visas, il ne fallait pas geler les avoirs des hauts dignitaires algériens. Geler les avoirs des hauts dignitaires russes, oui, mais pas les hauts dignitaires algériens. Donc je vois que la mesure de rétorsion, on l'a à géométrie variable au Quai d'Orsay. Bon, Éric Nolot. Non, mais moi, Avant la pause. je veux bien qu'en politique, tout fasse signe, même des lunettes. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe, c'est que je n'ai pas été le dernier ici, sur ce plateau, à exprimer ma consternation devant les 2 mandats d'Emmanuel Macron. Mais dans le Macron-bashing, je trouve qu'il y a presque une forme de masochisme et de haine de soi qui commence Ce que vous n'aimez pas. Oui. Ça va trop loin, parce que c'est quand même notre pays, c'est quand même l'homme qui représente notre pays. Donc à force de s'acharner sur lui, il y a un moment, je trouve ça contre-productif. Voilà. Et je vois cette petite musique monter. D'ailleurs, elle est tout à fait, c'est une musique d'époque. Nous pensons que nous sommes un pays déclassé, non sans raison. Enfin, vous dites tout est foutu tous les jours, Éric. Oui, mais moi je suis d'accord. Donc la haine de soi, on peut en parler si vous voulez. Oui, simplement, quand on franchit certaines limites, j'ai l'impression qu'on bascule dans une forme de masochisme et en effet de quelque chose qui dépasse la personne du président pour atteindre la France. Voilà. Moi, je vous donne J'entends complètement votre point de vue. Foutu, alors. J'entends complètement votre point de vue.